pour la deuxième année consécutive, dans le cône nord de l'Amérique latine, mais maintenant aussi en Amérique centrale, on dépasse, tenez-vous bien, les 400 000 hectares plantés en arbustes à coca. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre chaîne YouTube, abonnés également de l'application, que je rappelle toujours l'existence de l'application, parce que nous avons plus de 500 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, qui ne savent pas toujours qu'il existe une application sur laquelle vous pouvez visionner nos documentaires, qui est le cœur du métier d'Omerta, et vous avez plein de choses sur cette application. Elle coûte 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce qu'on fait, autre que la chaîne YouTube. Vous savez très bien que sur cette chaîne, parfois, nous mettons en accès libre un documentaire, mais que nous en avons quantité d'autres sur lesquels nous avons travaillé. Ils sont passionnants et qui se trouvent sur l'application. Je rappelle également le magazine, dont le dernier numéro est encore en vente en kiosque. Congo, Silence on tue, réalisé l'été dernier, reportage immersion au Kivu, en Ituri, à Kinshasa. On est allé voir un petit peu ce qui se passait dans cette région. On peut saluer ce matin d'ailleurs l'annonce de l'accord de paix qui vient d'intervenir sous la houlette de Donald Trump entre le Rwanda, le Paul Kagame, président du Rwanda, et Félix Tshisekedi, président du Congo. Donc nous avions creusé tous ces sujets-là, donc si ça vous intéresse, c'est toujours en kiosque. Et je vous reçois donc aujourd'hui pour une nouvelle édition du Grand Entretien, un petit peu orienté particulièrement parce que nous allons sortir notre documentaire sur Perpignan, sur la police municipale de Perpignan la semaine prochaine. Et pour parler un petit peu de criminologie, pour parler trafic de drogue, à partir de ce documentaire, mais en général sur ce qui se passe dans notre pays, je reçois Xavier Roffer. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, merci d'être venu, d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous présente, vous êtes déjà venu 2 fois au moins chez Omerta, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes criminologue, essayiste, spécialiste des questions de sécurité. Et avant de rentrer en plateau, vous me montriez vous publiez pour la revue Conflit ce petit magazine, bulletin, en fait, voilà. Un bulletin qui s'appelle Réel criminel. Vous en êtes au combienième numéro ? Le 9e. Le 9e. Alors, je le montre à l'écran et on le mettra en incrustation aussi. Réel criminel, que vous pouvez recevoir gracieusement. On va mettre votre rroffer@gmail.com, donc xroffer@gmail.com. Je vous le montre, mais on le mettra de toute façon en dessous de la vidéo. Donc vous pourrez vous abonner. Pourquoi vous faites ce petit bulletin en plus et pourquoi vous tenez tant à ce qu'on en parle ? Parce que le gouvernement français a pris la mauvaise habitude en matière de chiffres, de statistiques criminelles, de mentir à peu près comme un arracheur de dents. Et donc, quand vous vous fondez uniquement sur ce qui est publié par le ministère de l'Intérieur, vous savez que pendant plusieurs années, on a eu quand même super menteur comme ministre de l'Intérieur, qui était M. Darmanin. Ah, il était très fort pour tordre les statistiques. Voilà. Ouais. Donc, à un moment donné, ça a déclenché une réaction quand même agacée. Et des amis dans la police, des amis à l'INSEE... Ah oui, ça vient de l'intérieur. M'ont dit qu'il fallait quand même restaurer les choses. Et nous publions uniquement des études sur le chiffrage et la réalité de la criminalité en France, qui n'est pas du tout ce que nous annoncent les mensonges officiels. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quand même 2 points qui sont extrêmement importants à souligner, et ce n'est pas de la maladresse. Les statisticiens de l'INSEE, dans chaque ministère, il y a un poste de l'INSEE qui fait les statistiques du ministère en question. Ceux du ministère de l'Intérieur sont fort compétents. Et donc, s'ils mentent, c'est qu'on leur demande de mentir. Exemple, depuis que les SAMU et la médecine d'urgence et les SMUR existent, le nombre d'homicides en France
tend à stagner et à baisser, et naturellement, par principe des vases communicants, le nombre de tentatives d'homicide, c'est-à-dire les homicides ratés, lui, explose. C'est-à-dire qu'il y en a maintenant 3 fois plus que d'homicides. Pourquoi ? Parce qu'on sauve la vie de beaucoup plus de gens entre le moment où ils sont blessés gravement et puis la salle d'opération aux urgences. Mais ça, n'est pas reflété dans les statistiques officielles. Non. Il continue de publier uniquement les homicides réussis et pas ce qui explose. Deuxième exemple, le ministère de l'Intérieur ne publie que les cambriolages de domiciles privés, c'est-à-dire votre appartement, le mien, mais rien d'autre. Alors il y a une infinité d'autres bâtiments qui sont cambriolables. Il y a les mairies, il y a les banques, il y a les commerces, il y a les boutiques, il y a les fermes, il y a les hangars agricoles, et tout ça est caché. Voilà. Donc, et bien entendu, depuis qu'il y a eu le confinement, ce qui augmente le plus, plus les gens sont chez eux et moins on peut les cambrioler, n'est-ce pas ? Parce que c'est quand même plus dur de cambrioler un appartement quand il y a des gens qui sont en train de casser la croûte à l'intérieur ou de dormir. Donc c'est naturellement les boutiques et tout le reste. Et ça, le ministère de l'Intérieur ne le publie pas. Donc il y a un mensonge à peu près systématique et... un chiffre, on ne va pas assommer les gens avec des chiffres. Le gouvernement nous dit, alors l'an dernier, il y a eu 218 000 cambriolages. Non, en réalité, quand on ajoute tout le reste, sauf les domiciles particuliers, plus le chiffre noir, les gens qui sont cambriolés mais qui ne préviennent pas la police parce que ça fait 3 fois et que leur assurance va les lâcher, etc. On en est en France à un cambriolage, une effraction par minute. Plus de 1400 par jour. Voilà, c'est ça qui... Cette statistique-là, une infraction par minute, elle n'est pas donnée par le ministère. Non. Monsieur Retailleau, qui n'est pas le pire, est venu une fois en disant, vous comprenez, il y a une infraction toutes les 3 minutes. Non, ça, c'est les domiciles privés. Alors, le pauvre, son ministère lui a sans doute menti à lui et lui a dit des sottises, mais voilà la réalité. Donc, nous restaurons le réel criminel pour tous ceux dans le monde politique, social, associatif que ça peut intéresser. Donc, vous m'envoyez un mail. L'adresse xraufr@gmail.com et on vous l'envoie à titre d'exemple pendant par exemple 6 mois, 1 an, gratos. D'accord, écoutez, je pense que ça intéressera nos téléspectateurs. La réalité de la criminalité en France. Tout à fait. Alors on va parler criminalité, on va parler grand banditisme, crime organisé et en premier lieu trafic de drogue, puisque ça reste quand même le gros du panier, on va dire. Comme je disais en introduction, nous venons de terminer un documentaire qui va bientôt paraître la semaine prochaine sur l'application Omerta, sur la police municipale à Perpignan. Municipale, je précise. Bien sûr. Donc j'ai passé 3 jours et 3 nuits à les suivre. Premier constat, tout simple, 80% du quotidien des policiers municipaux dans une ville moyenne de France comme Perpignan est lié d'une façon ou d'une autre au trafic de drogue. Comment en est-on arrivé là ? Alors c'est simple, ça tient en 4 mots, politique de la ville. C'est-à-dire que depuis les années Mitterrand, les gouvernements successifs de la Ve République, alors gauche ou droite, tout pareil, se sont lancés dans une analyse complètement fautive, ont fait une dramatique erreur de diagnostic en expliquant que ce qui se passait dans les quartiers où ça s'agitait un peu au début, jusqu'à la situation présente, était due à des choses comme le racisme, la discrimination, etc., ce qui n'a absolument rien à voir, parce que les premières victimes des voyous, c'est naturellement ceux qui habitent à côté d'eux, donc issus des mêmes communautés qu'eux. Et donc, là aussi, il faut dire les choses précisément. Le 17 juillet 1983, le secrétaire général de l'Élysée, à l'époque, il est toujours de ce monde, Jean-Louis Bianco, écrit une note au président Mitterrand pour lui dire que dans la périphérie parisienne et dans la périphérie lyonnaise, il y a des jeunes qui s'agitent dans des municipalités, qui jettent des cailloux sur la police, qui ont des différends avec les forces de l'ordre, etc. Et il lui fait la liste des villes où ça se passe. À l'époque, il y en a 22. Au dernier comptage du secrétariat à la politique de la ville, fin 2024, il y en a pratiquement 1400. Alors, c'est l'échec le plus faramineux de toute la Ve République, à savoir que si vous envoyez votre petite dernière à l'hôpital et qu'elle a 38 et que vous la laissez une semaine et qu'elle a 40 et 5 dixièmes, on ne peut pas franchement baptiser ça un succès. C'est exactement ce qui s'est produit. Et donc, cette
impéritie grave, le fait qu'on ait laissé des zones hors contrôle se développer sur les territoires français explique le reste, explique les agressions contre la police, explique les émeutes, Naël et compagnie, parce que c'est là que ça se passe, et explique le trafic de stupéfiants. Vous savez, depuis le Moyen-Âge, on sait que quand on laisse une cour des miracles aux voyous, ils s'en servent pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire ailleurs. C'est leur zone de repli, si vous voulez. Alors, on les a laissés proliférer sur le territoire français. En outre, à partir du moment où il est prévu qu'on ait les Jeux Olympiques, c'est-à-dire en gros 2020, pour les Jeux Olympiques de l'été 2024. À partir de ce moment-là, systématiquement, les migrants, les illégaux, les fameux mineurs non accompagnés sont balancés dans des villes moyennes ou des petites villes pour pas qu'on les voit tous sous le périphérique pendant qu'il y aura les Jeux Olympiques et que Paris sera la vitrine du monde. Résultat, ces trafics, parce que, je veux dire, c'est pas une question d'ethnie. Si jamais vous balancez un Suédois dans un trou en province où il n'a aucun moyen de vivre, au bout d'un moment, il va finir par dealer de la drogue parce qu'il n'a aucun autre moyen. Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, le fait d'être d'une culture différente n'arrange pas les choses, mais je rappelle toujours ça parce qu'autrement, on dit oui, mais vous comprenez tout ça, la discrimination. La pire crise criminelle aux États-Unis à la fin du 19e siècle, au début du 20e, c'est l'immigration irlandaise. Voilà. Oui. Encore. Il y avait une mafia d'ailleurs. Juste pour rire 2 minutes, à l'époque, il y avait ce qui existe encore en France aussi et qu'on appelle ça en argot parisien, vous savez, les paniers à salade, parce qu'à l'origine c'est du grillage. Alors on prend les types dans la rue, quand ils sont arrêtés ou qu'ils sont morts par terre ou blessés, on les met là-dedans et puis on les amène au poste. Eh bien, le panier à salade new-yorkais, depuis la fin du 19e siècle, s'appelle Paddy Wagon, le fourgon des Irlandais, parce qu'il n'y avait pratiquement que qu'on trouvait là-dedans. Voilà. Donc, c'est le fait d'envoyer des gens dans la verte, dans un pays dont ils ne parlent pas la langue, sans aucun moyen de gagner sa vie, sauf de faire des choses illicites. Il ne faut pas s'étonner qu'ils fassent des choses illicites. Alors, le trafic de stupéfiants, c'est ça, sa prolifération. Est-ce qu'on peut aussi trouver une source à cette explosion du trafic de drogue par le fait que la désindustrialisation de la France, finalement, a rendu moins indispensable la main-d'œuvre immigrée qui s'est retrouvée, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part dans ces banlieues, que finalement avec des taux de chômage très importants et que quelque part on a laissé faire ces trafics en se disant c'est un moyen pour eux de gagner de l'argent. C'est très secondaire. C'est un phénomène de jeunes. Vous savez, ceux qui s'engagent dans des carrières illicites, ceux qui deviennent, comme disait très joliment la criminologie du 19e siècle, des criminels d'habitude, c'est des gamins maintenant qui ont 12 ans des fois. Oui, ça c'est vrai, on en a vu. Donc, le type qui a travaillé 12 ans chez Renault, ou aux grosses presses, vous savez, chez Berlier, dans la région lyonnaise, etc., il perd son travail, il est un peu désespéré, des fois il se laisse couler, il y a des suicides, il y a de l'alcoolisme, il y a des choses comme ça, mais il ne tourne pas bandit. Les carrières bandits et criminels et terroristes, ça se commence très jeune. C'est d'ailleurs pourquoi l'ETA au Pays Basque et l'IRA, les mouvements nationalistes et terroristes en même temps, envoyaient les gamins affronter la police à l'âge de 12 ans parce qu'il faut acquérir les réflexes. Si vous faites, comme vous vous souvenez, Feltrinelli là, en Italie, si vous vous lancez un gauchiste un peu littéraire et tout, mais qui à la fin, il a essayé de devenir terroriste à 40 ans, ça ne marche pas, il a été tué par sa bombe. C'est un métier de jeune. Voilà, ça s'apprend, les réflexes, pas le métier, mais les réflexes. Le truc qui est gravé dans votre tête et qui fait que vous réagissez à la seconde, ça s'apprend à 12 ans ou ça ne s'apprend pas. Alors, certains endroits en France, Marseille en particulier, ont subi une augmentation exponentielle du trafic de drogue, au point que l'an dernier, des magistrats de la ville décrivaient la cité phocéenne comme une narco-cité. Est-ce que, selon vous, la situation actuellement échappe aux autorités à Marseille ? Je pense que, si vous voulez, l'important, parce que là, en France, on est au point d'arrivée, quoi. L'important, ce qui est crucial pour ceux qui nous regardent à l'heure actuelle, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer mondialement en termes de stupéfiants. Et après ça, vous allez voir, on va retomber sur Marseille. À l'heure actuelle, ce qui est en cours, je ne dis pas que ça se prépare, c'est une inondation, un tsunami de cocaïne comme on ne l'a jamais vu dans l'histoire du monde.
pour la deuxième année consécutive, dans le cône nord de l'Amérique latine, mais maintenant aussi en Amérique centrale, on dépasse, tenez-vous bien, les 400 000 hectares plantés en arbustes à coca. Ça fait combien de kilos de cocaïne, ça? Ah ben j'y viens. Et donc, depuis... là aussi, parmi les choses qu'il faudra dire, c'est que les statistiques que nous donnent les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, etc., elles datent généralement d'il y a 2 ans. Mais les chiffres tout récents, je les ai, de 2025, ils sont effrayants. Et donc, entre les chiffres de l'ONU, entre 2012 et 2024, la quantité de cocaïne produite dans le cône nord de l'Amérique latine et maintenant un peu en Amérique centrale a augmenté de 330%. On est passé d'un peu plus de 900 tonnes de cocaïne, 900 tonnes, c'est 900 000 kilos, imaginez un peu, à pratiquement 3000 tonnes. Voilà, c'est ça qui nous arrive sur le coin de la figure. Pourquoi ça nous arrive en Europe et pourquoi la prochaine étape, ça sera, mais ça nous affecte moins, le Moyen-Orient, le Golfe, l'Arabie, etc. Parce que, bien entendu, les narcos au sommet, les caïds, les grands chefs du trafic de stupéfiants ne sont pas des poètes. Et donc, ils vendent leur drogue là où elle coûte le plus cher, là où ils la vendent le plus cher. Comme en France, bien que ça se soit au niveau du prix de gros, pratiquement effondré depuis 2 ans. Ce qui est la preuve de l'inondation, si vous voulez. Parce que c'est une marchandise. 50 euros, 100 euros. Mais non, je parle du prix de gros. Le prix C'est-à-dire de gros, qu'au début de l'année 2024, le kilo. Arrivé Marseille, le kilo, en début de l'année 2024, il est à 32 000 euros le kilo. Maintenant, on peut des fois le toucher à 17 000. Ça s'est effondré. Voilà. Le prix, comme les grossistes de la cocaïne sont peu nombreux, ils arrivent à faire des espèces de cartels entre eux, de monopoles, etc. Et ils arrivent à tenir en ce moment le prix du gramme vendu en boîte de nuit ou dans la rue vers 50 euros. Mais ça va s'effondrer aussi. On va dans les années qui viennent, on va à un gramme de cocaïne qui sera sans doute autour des 40 euros. Alors, on le voit au niveau des points de deal, quand on est avec ces policiers, certains policiers nous confiaient que la cocaïne a quasiment, sur la région de Perpignan, en tout cas, supplanté la résine de cannabis. Bien sûr, c'est le cas partout en Europe. Mais c'est dramatique au niveau sanitaire. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est dramatique. Alors d'abord, oui, c'est le cas. Pourquoi ? Parce que si toutes les drogues illicites, les drogues chimiques, l'héroïne, la morphine, les opiacés, la méthamphétamine, le crack. Voilà, exactement. Tout ça intéresse le milieu criminel parce qu'il se spécialise dans les biens et services illicites, la prostitution, etc., et puis les trafics de drogue. La cocaïne les rend fous. Là aussi, je vais vous donner un élément de compréhension, parce que la cocaïne les rend fous, c'est un peu abstrait. Si vous arrivez à acheter, sans vous la faire piquer, 1 tonne de cocaïne en Amérique latine, si vous arrivez à l'importer en France, par exemple, ou en Italie, ou à côté, sans, une fois de plus, anicroche avec la douane ou avec la police, si vous arrivez à le faire. Il y en a qui arrivent. Là aussi, très bien. Si vous arrivez, cette drogue, après ça, à la vendre dans de bonnes conditions, si vous êtes le caïd, bien entendu, pas le petit comparse dans la rue, à la fin, le bénéfice, on ne parle pas du chiffre d'affaires, on parle du bénéfice. Le bénéfice de la vente d'1 tonne de cocaïne en France en ce moment, c'est-à-dire 2024-2025, c'est bénéfice de 25 à 28 millions d'euros. Ah oui. 25 à 28 millions d'euros pour 1 tonne de cocaïne. Et donc, à vous, la villa à Dubaï, à vous, la dame blonde platinée avec des avantages conséquents, à vous, les Ferrari, etc. Et donc, la cocaïne les rend fous. C'est pour ça qu'ils s'entretuent. Quand il y a eu le dernier grand affrontement entre gangs à Marseille, dans les quartiers nord, là où il y a les fameuses cités hors contrôle... La DZ Mafia contre Yoda, c'est ça? Il y a eu 49 morts. Oui. C'est énorme. Ça, c'est 49 morts depuis le début de l'année. Non, 49 morts dans toute l'année 2023, quand il y a eu la guerre. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc en une année, il y a eu 49 morts. Ouais. Et donc j'avais fait une fois, parce que je suis un peu taquin, le calcul suivant. En France, le nombre d'homicides par 100 000 habitants, c'est 1,2 ou 1,3 pour 100 000, année après année. Ouais. Dans les quartiers nord de Marseille,
c'est-à-dire les quartiers 13e, 14e, Ouais. 15e et 16e arrondissement La de Marseille. Castellane, la Paternelle, ouais. Etc. Tout ça. Là où il y a les tueries entre narcos, si on prend uniquement cette portion-là de Marseille, le taux d'homicide par 100 000 habitants est, comme au Brésil ou comme au Honduras, 18-19 pour 100 000. D'accord. 18-19 pour 100 000. Donc ça les rend fous et ils s'entretuent. Voilà, c'est ça l'idée générale. Alors c'est ça la raison pour laquelle. Et puis deuxièmement, la raison pour laquelle c'est extrêmement dangereux pour la société française, c'est que quand vous prenez de la drogue en boîte de nuit, en réalité vous faites confiance aux dealers, mais vous ne savez pas ce que vous prenez. Et donc, si jamais, à la suite de quoi, vous faites un début de surdose, vous vous sentez mal, vos copains vous conduisent aux urgences à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, il faut que les gens en soient conscients. Généralement, quand quelqu'un fait un début d'AVC ou alors un début de crise cardiaque, ce qui est la manifestation de la surdose de cocaïne notamment, il faut l'insensibiliser, il faut l'anesthésier. L'anesthésie est une drogue, puisque ça vous endort. Oui. Donc, comme on ne sait pas quel est le taux de tolérance de la drogue qu'on vous injecte par rapport à celle que vous avez prise et qui vous amène à être sur l'hôpital, vous ne pouvez pas anesthésier quelqu'un qui arrive avec une overdose pendant 8 heures, le temps que ça se résorbe dans le sang. Dans le sang, ouais. Et donc, imaginez l'évolution d'une crise cardiaque ou d'un début d'AVC pendant 8 heures, eh ben souvent vous récupérez un légume. Et ceux qui prennent ces drogues-là, ce n'est pas des marginaux dans la rue ou des zombies, c'est des futurs médecins, des jeunes architectes, c'est des gens qui sont intégrés dans la société, qui prennent ça comme drogue de boîte de nuit. Ce qui explique aussi que une des grandes transformations des 20 dernières années, c'est que le profil du drogué a complètement changé. On est passé du toxico à l'héroïne avec l'aiguille dans le bras à Monsieur Tout-le-Monde, ou presque, ou souvent d'ailleurs on va dire classe moyenne supérieure. Et pas uniquement pour le plaisir de faire la fête, mais aussi souvent pour tenir le coup. C'est-à-dire ça vous donne un coup de fouet. Et, les métiers pénibles. Les marins-pêcheurs, beaucoup de cocaïne, les restaurateurs qui sont obligés, les camionneurs, les coups de feu, des choses comme ça. Et donc ça atteint directement la société dans les couches utiles, pas uniquement dans les marginaux ou chez les zombies, quoi. Alors le chiffre que vous avez donné pour les quartiers nord de Marseille, justement sur les homicides par rapport au nombre d'habitants, que vous dites comparable à celui du Brésil, est-ce que vous diriez que on parle souvent, et c'est devenu un terme un peu à la mode médiatique, de mexicanisation. On a décrit la DZ-Mafia comme un cartel à la française. Est-ce que vous pensez que le trafic dans notre pays se rapproche à celui que connaît ou qu'a connu certains pays d'Amérique du Sud, vraiment Alors, c'est simple. Le théorème de base de la criminologie, il est enfantin. Il est même à la limite du gag. C'est celui-ci. Les criminels ne s'arrêtent que quand on les arrête. Ils ne s'arrêtent pas d'eux-mêmes. Une bande de quartier, un gang, un cartel ou une mafia n'a par construction pas de frein. Parce que c'est comme la meute de loups. La meute de loups, elle suit le loup qui est capable de tuer le gros gibier et de leur donner à becqueter, vous comprenez ? À partir du moment où le loup est plus suffisamment bon pour ça, où il a raté, on voit ça dans un des plus beaux livres de sagesse humaine, qui est le livre de la jungle. Alors à un moment donné, 2 fois, il rate le bestiau, là, il n'arrive pas à le tuer. Résultat, il est tué par les autres, et donc à chaque fois, il y en a un plus cruel et un plus dur et un plus efficace qui succède. Donc, par définition, le milieu criminel n'a pas de frein. Si vous ne les arrêtez pas, ils continueront. La seule chose que le milieu criminel de Marseille ne peut pas faire, contrairement aux idioties sans nombre qu'on lit dans la presse, c'est une mafia. Une mafia, c'est une société secrète qui est séculaire. Le deuxième repenti qui se rend au juge Falcone à Palerme en 1982 ou quelque chose comme ça, il s'appelle Salvatore Contorno. Quand il arrive devant le juge Falcone et qu'il rompt l'omerta, il rompt l'omerta, la vraie, celle des Siciliens, quoi, où le fait de parler, c'est la mort tout de suite.
Il s'adresse ainsi au juge Falcone, il lui dit « Monsieur le juge, je suis un homme d'honneur de la famille mafieuse de Palerme Centre de la 7e génération. 7 générations. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de Toto Contorno, tous mafieux. Ça n'existe naturellement que dans 5 ou 6 pays du monde. Nous, on a un Les milieu Guérini, criminel. non, à Marseille? Non, C'était pas pareil? Mais non, en plus de ça... Les parrains corses? Mais non, ça n'a rien à voir. Il y a un éminent criminologue italien qui s'appelle Pino Arlacchi, qui a été mon collègue et qui est mon ami. Il était dans mon jury de thèse, tout ça et tout. Donc Pino Arlacchi a fait un livre où il dit que dans le sud de l'Europe italianophone, c'est-à-dire la Corse, qui parle un dialecte italianophone, c'est-à-dire la Sardaigne et les 3 provinces du sud de l'Italie, il y a des terres où il y a la mafia, il y a des terres où il n'y a pas de mafia. Les terres où il y a la mafia sont des pays d'agriculture et les zones où il n'y a pas de mafia sont des zones d'élevage. Donc, ni en Sardaigne, ni en Corse, il y a de mafia. Il y a un milieu criminel abondant, exubérant, etc. Donc, le terme mafia corse est galvaudé. Non, c'est du délire journalistique. Il y a un milieu criminel. Il est dangereux, mais il est capable naturellement de tuer, on le voit. Le sommet des homicides en France, d'accord. Mais il n'a pas les caractéristiques d'une mafia qui sont... Le fait d'avoir ni commencement ni fin, mais d'être un phénomène éternel. Tout le monde a essayé de venir à bout de la mafia de Sicile, ça ne marche jamais, quoi. Pareil pour les Yakuza au Japon, qui est une vraie mafia. Pareil pour les triades en Chine, qui sont aussi des sociétés secrètes séculaires, si vous voulez, criminalisées. Alors, Xavier Hofer, quel est, selon vous, on entend parler de menaces en France, et souvent le narcotrafic est mis en avant. C'est quoi le plus grand péril qui menace notre pays? Les narcotrafiquants, les terroristes, les Russes? Selon vous, c'est quoi? C'est l'existence sur notre sol, dans la métropole, de 1400 quartiers dans lesquels les gouvernements successifs de la Ve République ont renoncé à imposer l'ordre républicain qui règne tant bien que mal partout ailleurs, et dans lequel, à vrai dire, on ne sait plus ce qui se passe. L'assassin du colonel Beltram venait d'un de ces quartiers, la drogue s'achète, se vend, se planque dans les quartiers en question, les jeunes filles qui sont attirées et prostituées mineures, etc., le sont par des lascars qui viennent des quartiers en question, etc. Donc le tapis de prière et la poudre cohabitent. Exactement. Pourquoi ? Parce que ce sont des sociétés dans lesquelles une grande partie de la population vit encore de manière clanique. Alors vous avez un cousin qui fait salafiste et un autre cousin qui tourne le point d'héroïne, quoi, qui fait le, en argot s'appelle le four, c'est-à-dire l'endroit, le supermarché de la drogue. Quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et vous avez, chaque fois que la police essaye d'y mettre les pieds, vous avez immédiatement une agrégation d'une trentaine d'individus avec des cagoules qui viennent jeter des cailloux, jeter des pétards, etc. Et pourquoi ils font ça ? Eh ben parce que toute forme de criminalité, et évidemment à l'exception des nomades, mais toute forme de criminalité est territoriale. Je vous ai parlé de la mafia, chaque famille a son territoire sur lequel elle est souveraine. Marseille, des quartiers nord, chaque cité a son petit réseau, son petit locus criminel. Et naturellement, à partir du moment où vous avez des gens qui sont sur le territoire en question, ils y sont tout puissants. Et la police, là-dedans, c'est la bande rivale, si vous voulez. Donc, en réglant le problème des quartiers hors contrôle, on en règle un étage en dessous, 10 autres. On règle le problème des vols de voitures, la moitié ou les 2 tiers. On règle les 2 tiers de ce qu'on appelle la criminalité de voie publique, c'est-à-dire les agressions, etc. Parce que ça émane de là. C'est-à-dire que on pourrait s'adresser à Monsieur le ministre de l'Intérieur, à Monsieur Nunez. Voilà, on va lui poser une question. Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de nous donner, vous savez, les 100 narcos les plus dangereux, ceux qui sont à Vendal-Vieille? Oui, c'est ça. Donnez-nous les prénoms, s'il vous plaît. Vous allez voir d'où ils viennent. Alors, je peux vous dire, parce que j'ai longtemps enseigné à des gens de la pénitentiaire qui, des fois, m'honorent de leur confidence, que sur les 100 qui sont à Vendal-Vieille, dans le Pas-de-Calais, là, la prison... la narco-prison. Voilà, exactement. Il y en a 97 dont le prénom n'est pas tiré du calendrier grégorien. 97 sur 100. Oui. Et parmi les autres, c'est plutôt des Antillais qu'autre chose, quoi. D'accord, ok. Donc, c'est quand même assez significatif. Oui.
Mais alors, ça a été un remplacement total par rapport à, je citais Guérini, Zampa, etc. La sociologie du dealer a complètement changé. C'était des Rital de Marseille ou des Ouais, Corses. ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui a provoqué l'immigration? Non, le fait que... alors, bien entendu, oui. Si on remplace quelqu'un par un autre, c'est que l'autre qui n'était pas là avant est arrivé entre-temps, Bien sûr. évidemment. Mais Bah, les encore les que, gros voyous, à un moment donné, ils passaient sa vie en tôle, donc ils se lassent, ils perdent la foi. Une fois, j'avais un copain qui dirigeait les renseignements généraux à Marseille, et ce jour-là, il arrive à l'hôtel de police de Marseille et il voit avec les menottes le beau-frère de Francis le Belge, qui portait le nom de... C'est un as de l'évasion. Il s'appelait Antoine de son prénom, donc son nom de voyou c'était Tony Languille. Et donc Tony Languille était là, il fait « Oh Tony, qu'est-ce que tu fais ?» lui dit mon copain. Il dit « Ah !» Alors c'était une histoire de gros braquage de camions, vous savez, des transporteurs de fonds, etc. Alors l'autre lui dit « Enfin Tony, tu as vu ta villa ? Ta femme, la sœur de Francis le Belge, était une femme splendide, c'est une très belle femme. Il dit, tu es marié à une femme belle, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire des trucs comme ça ?» L'autre il dit quand je fais ça, tu comprends, je vis, autrement je m'emmerde. Voilà. Alors le vieux voyou, il fait un gros braquage de temps en temps pour l'adrénaline, quoi. Il a de quoi vivre, l'argent lui arrive un peu de tous les côtés. Et puis à la fin, on perd la foi, on ne défend plus son territoire. Et donc après ça, non seulement il y a des jeunes venus des cités qui les ont remplacés, comme ceux qui ont créé ultérieurement Yoda, la DZ Mafia, tous issus de l'immigration, mais en plus, ils les ont connus en tôle quand ils étaient jeunes. Donc il y a une espèce de on ne va pas se fâcher avec eux, etc. Donc petit à petit, voilà, quoi, c'est la fin d'un monde. Alors il y a aussi une dimension peut-être encore plus pernicieuse qui est cet aspect business, même gros business, puisqu'on est sur les chiffres, je parle sous votre contrôle évidemment, c'est 7 milliards d'économies parallèles pour le trafic de drogue. Facile. Peut-être plus même, hein. Là encore une fois, il y a débat. Quand nous étions à Perpignan, nous avons noté deux jeunes qui se sont fait donc contrôler par la police à un moment donné, et leur particularité était qu'ils ne venaient pas de Perpignan, mais qu'ils avaient été recrutés sur Snapchat. Ils étaient stéphanois, et donc offert un logement, un kebab par jour. Donc il y a une sorte de, on va dire, de gestion territoriale maintenant presque hexagonale du trafic. Évidemment. Et ça n'existait peut-être pas évidemment à l'époque. Comment voulez-vous ? C'était avant l'Internet ? Oui, bien sûr, mais ils pouvaient passer des coups de fil. Il y a quand même des relations en plus entre de ça, les Lyonnais, par exemple, et d'autres. Oui, mais c'est des liaisons entre chefs. Oui. Sur place, chacun avait son territoire. Là c'est du tout venant. Hein. Oui, bien sûr. On a besoin de mecs, parce qu'on en a marre que les petits minots de cité finissent par se faire arrêter, ont des casiers, etc. Donc on préfère prendre des gens de l'extérieur. Ou même, ça leur coûte moins cher, hein, vous savez, c'est des brutes. Hein, le type, ils peuvent le payer 40 € par jour au lieu de 50. Hein, une fois, je vous l'ai dit, c'est pas des poètes. Hein, c'est la forme la plus brutale de capitalisme, hein, le banditisme. Alors voilà ce qui se passe. Ce qui a changé, c'est que le banditisme vit au rythme où vit la société des gens normaux. Quand les gens normaux ont le téléphone, les voyous ont le téléphone. Quand ils ont des voitures, même les anarchistes, la bande à Bono, les premiers braquages faits avec des voitures, c'était ce qu'on appelait des anarchistes illégalistes, quoi, qui se servaient des méthodes du banditisme pour financer la cause. Et donc c'est ce que faisait Staline dans sa jeunesse aussi. Pour financer le parti bolchevique. Exactement. Des braquages. Et même dans ce bouquin absolument extraordinaire de Pascal, comment il s'appelle, Montefiore de son nom de famille, il dit ce qui s'appelle Young Staline, la vie du jeune Staline. Staline a tout fait, il a même fait de la piraterie maritime sur la mer Noire. Ça, je ne savais pas. Il a fait de la piraterie maritime sur la mer Noire. Des bateaux avec des riches touristes. Mais pour le compte du parti bolchevique. Oui, pour le compte. Et puis les Lénine l'appréciaient à cause de ça, en disant mais il nous amène des sous, lui, au moins. Il n'est pas uniquement un théoricien fumeux. Il fait des choses concrètes. Donc, vous avez toute cette dimension-là du banditisme. Mais à l'heure actuelle, le banditisme, on l'a vu avec l'histoire du Louvre.
Le braquage du Louvre, Ah oui. exactement pareil. Comment fonctionne le banditisme aujourd'hui? Il vous a étonné ce braquage ou pas? Pas Bah vraiment. non. Non, parce que quand on voit l'espèce de cruche qui était la directrice du... Pardon, Oui. mais elle m'a énervé, celle-là. Oui. Non mais attendez, on ouvre une parenthèse, vous vous rendez compte? On se fait taper valeur faciale, on ne parle pas de la valeur historique, pour 88 millions de bijoux. On est ridicule envers du monde entier. Et Madame Laurence Descartes arrive devant le Sénat et fait une déposition. Elle dit, mais vous vous rendez compte? Mon nom a été jeté en pâture. Mais Villemaraud, mais quel scandale et tout. Elle se croit. Sa déposition, typiquement, on était en 1785. Quoi. Ouais. La pauvre, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Voilà. Mais elle est Donc, quand même révélatrice d'un certain état d'esprit, on va dire, la au caste. sommet. Oui, bien sûr, ils sont tous mais comme ça. de même que dans la réalisation, on a Doudou Cross-Bitume qui nous révèle aussi une autre réalité. Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Arsène Lupin, quoi. Vous avez au sommet des caïds. Ouais. Quand vous êtes un caïd criminel, la particularité que vous avez, c'est qu'on vous apporte des coups. Parce que vous avez tout l'orchestre qui permet de les réaliser, et on vous dit, tiens, le mec du camion de transport de fonds, il passe tous les jours à la même heure, etc. Ouais. Tiens, petit, merci, voilà 100 €, va boire un coup à ma santé. C'est comme ça que ça se passe à Marseille. Ouais. Ailleurs, c'est pareil. Et donc, ce genre d'information arrive jour après jour, constamment, à des caïds qui, depuis belle lurette, ne sont plus en France, ils sont au Maghreb, ils sont à Dubaï, ils sont à droite, à gauche, et donc on leur apporte ça. Ça peut être du banditisme physique, et maintenant, ça peut aussi être des pirates informatiques qui leur apportent des informations qu'ils ont piratées, qui peuvent être utiles à des bandits. Quand il y en a une qui l'intéresse, le type, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait comme Hubert. Il n'a pas son gang autour de lui avec « dis donc, Toto, viens ici, je vais m'arranger un truc ». Il sous-traite. Il prend une équipe de terrain, il prend une équipe pour la logistique, il prend une équipe pour blanchir. C'est pas Mélodie en sous-sol. Ah, du tout. Ce type de banditisme-là, à la Gabin, là, il a disparu depuis belle lurette. Ouais. Donc aujourd'hui, ça marche comme Uber ou Airbnb, où donc c'est des plateformes criminelles qui sous-traitent à des gens et tout. Pas souvent d'ailleurs très professionnel. Ah ben non, mais on s'en fout. 150 empreintes laissées sur des divers bibelots au Louvre permettent finalement que l'équipe a été complètement arrêtée. Quoi. Mais les caïds en question s'en foutent. Vous savez comment ils appellent ça, les équipes qui font intervenir? Ils les appellent les Kleenex. Quand on s'en sert une fois et puis on les jette. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle, comment ça se passe? Alors, la seule chose qu'on demande aux ceux qui vont agir, là, au Doudou Cross-Bitume, c'est aguerri, c'est-à-dire de savoir-faire. Le calme des vieilles troupes, vous comprenez? C'est-à-dire arriver à monter sur l'échelle, faire le truc qu'on leur demande de faire, plus ou moins proprement. Et puis après ça, ils redescendent en bas de la fameuse échelle, ils donnent le sac à un comparse qui disparaît sur un scooter, et à partir de ce moment-là, ils sont livrés à eux-mêmes en attendant qu'on leur reverse. C'est la raison pour laquelle ils essayent de ficher le camp au Maghreb ou de s'en aller, etc. Parce que avant, le chef protégeait ses troupes, mais maintenant, il n'a plus de troupes. C'est des mercenaires qui l'utilisent comme... avant, vous aviez votre femme de ménage, toujours la même, depuis 20 ans, une gentille dame qui venait de la péninsule ibérique, par hypothèse. Et puis, aujourd'hui, vous avez Shiva ou Dieu sait trop quoi, vous avez une nana qui va faire le ménage chez vous. Interchangeable parfaitement. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est ça le banditisme aujourd'hui. Alors pareil pour la drogue. C'est-à-dire que ceux qui vont aller faire les livraisons, ceux qui vont se... le chouf en particulier, qui est quand même la partie visible ou la plus visible. Et la plus fragile. Les policiers disent ça c'est du consommable. Bien sûr, c'est les Kleenex. On est dans le même... Alors il y a quand même parfois des choses très étonnantes, et j'imagine que vous avez dû regarder ça avec attention. L'évasion meurtrière de Mohamed Amra au péage d'Incarville sur la 13 a révélé que quand même ces trafiquants sont prêts à aller très loin, quitte à éliminer froidement 2 surveillants. Alors, on dirait Mérine, Knobelpis, etc. étaient aussi capables de réaliser ce genre de choses. Mais là, visiblement, pour récupérer quelqu'un qui n'était même pas du haut du panier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Et cette scène filmée en direct? Ça m'a inspiré le fait que le ministère de la Justice, qui a le contrôle parfaitement légitimement de la pénitentiaire, n'avait plus les moyens de faire son boulot. Ils sont dans un état de détresse financière absolument extravagante. D'ailleurs, autant que le ministère de l'Intérieur. On a parlé récemment
vous savez, vous avez vu, tout le monde a vu ça à la télé, les types de la DZ qui arrivent à Sète, sur un quartier de Sète qui est un peu excentré. Non, je ne l'ai pas vu. Oui. Et voilà. Alors, c'est un petit commando se disant, mais si on veut vivre longtemps dans ces coins-là, il ne faut pas trop mentir sur son affiliation criminelle quand même. Oui, bien sûr. Qui arrive dans un quartier un peu excentré de la ville de Sète et qui corrige en filmant des jeunes de la cité, en leur collant des coups dans la tête, en les bousculant à coups de pied par terre, en les triquant, en disant « c'est la DZ maintenant qui commande, c'est la DZ », oui, je l'ai etc. Vu, voilà. Oui. Vous savez combien il y a de policiers référents au commissariat de Sète, référents drogue, stupéfiants au commissariat de Sète? 1. Oui. Voilà. C'est un des points de deal les plus importants de cette région-là. Voilà. Donc, ni le ministère de l'Intérieur, ni le ministère de la Justice. Vous savez, j'ai eu Institut de criminologie pendant 20 ans. Le nombre de policiers, de gendarmes, de magistrats que j'ai eu comme étudiants, pour employer un terme dont je prie tout le monde de penser qu'il n'est pas ni léger ni injurieux, je sers de mur des lamentations. Ils viennent me dire on n'a pas les moyens, là on est obligé de laisser tomber un truc, on peut plus faire les enquêtes. Voilà, c'est ça. Et donc, si le renseignement criminel, le renseignement pénitentiaire criminel, c'est-à-dire le renseignement qui fonctionne sur ce qui se passe dans les prisons, avait les moyens, ils auraient détecté que Mohamed Amra était devenu un caïd, qu'il avait subi une promotion, qu'il était maintenant relié aux niveaux les plus importants de certains gangs très importants du Maroc ou même d'Albanie ou de... Là, je crois que c'est un gang comorien de Marseille qui s'appelle les Blacks. Avec lesquels il avait fait des affaires. Et ce qui est très intéressant dans son cas, quand on étudie un peu son parcours, c'est que c'est un petit dealer normand à la base, ayant beaucoup de problèmes et qui a un profil de potentiel. Comme ça, au départ. Mais il connaît une ascension fulgurante quand il commence à opérer pour les Marseillais, c'est-à-dire à descendre à Marseille, faire ce qu'on appelle les fameuses opérations barbecue. Les gitans, les machins, voilà. Et là, les guerres qui opposent les différents clans marseillais. Et ce changement d'écosystème le fait... Mais il y a une trace physique, une trace matérielle. Quand un individu commence à pouvoir commander des homicides depuis sa cellule, c'est que c'est un caïd. Les autres ne le peuvent pas. Parce que immédiatement, il y a une rétractation de quoi il se mêle, il n'est pas qualifié pour, voilà. Le seul fait que vous puissiez dire, depuis votre cellule sur un des 73 téléphones portables que vous avez épuisés depuis le début de l'année, celui-là, je ne veux plus le voir, eh ben, ça signifie que vous êtes un caïd. Ça a été raté par l'administration. Autrement, on n'aurait pas envoyé se promener dans les rues comme il... Alors Darmanin, que vous n'avez pas l'air de porter vraiment dans votre cœur, a quand même eu cette idée de faire cette prison. Est-ce que la pire chose qu'on fait dans cette prison pour ces narcos, c'est de les priver de communication avec le monde extérieur? Alors, est-ce que l'étanchéité est garantie et est-ce que ça peut avoir un effet sur le trafic? Monsieur Darmanin et tous ses collègues du gouvernement ont un problème grave pour eux, c'est qu'ils ne savent pas s'ils seront encore ministres dans 3 mois. Donc toute la com, tout ce qu'ils font, c'est du court terme parce que ça leur permet de passer 2 jours après au journal de 20h et après moi le déluge, vous comprenez? Donc qu'est-ce qui va se passer pour cette histoire de prison haute sécurité? Il va se passer ce qui se produit toujours avec le milieu criminel, qu'on sait, nous les criminologues, depuis le premier biberon qu'on a pris au début de notre existence terrestre. Les bandits n'affrontent jamais l'appareil d'État face à face. C'est impossible. En mettant tous ces porte-flingues les uns au bout des autres et en les unissant, ce qui est impossible déjà pour commencer, mais c'est en guerre les uns contre les autres. Allez, supposez qu'ils fassent l'union sacrée des quartiers nord de Marseille. Vous avez 50 à 60 porte-flingues, rien que la gendarmerie mobile en France, c'est 12 000 hommes. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ça dure même pas une seconde, ils sont tous au trou, ou alors avec une balle dans la tête avant d'avoir le temps de se réveiller, quoi, ou de se sortir. Donc, ce qui se passe, c'est que le banditisme fonctionne toujours selon l'effet de déplacement. Et l'effet de déplacement, pour les bandits, ils ont 3 armes à leur disposition
tous autant qu'ils sont, mais surtout ceux qui sont cruels et puissants comme les gangs marseillais, etc., ils ont l'homicide, ils peuvent tuer quelqu'un ou alors lui casser la figure à titre de premier avertissement. Ils ont l'intimidation, on sait où tes enfants vont à l'école, et ensuite ils ont la corruption. Donc, les types qui sont enfermés à Vendin-le-Vieil, ils vont commencer à voir quel gardien est peut-être un peu fragile, etc. Et ils vont revenir sur les mesures qui auront été extrêmement efficaces à court terme, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 1 an et dans 2 ans ? D'autant plus qu'entre-temps, ils ont vu qu'on a un de leurs collègues, on l'a laissé sortir tout seul avec maman, là, aller à un entretien d'embauche. Oui, c'est vrai. C'est grotesque. Ouais. Vous pensez que le type, il va sortir, il va aller lisser des boulons. Bah oui. La mère a été arrêtée d'ailleurs pour trafic de drogue juste après. Donc, ce qui prouve que là aussi... c'est des clans entiers. Non, mais là aussi, certains je vous livre des confidences de policiers qui me disaient, vous savez, vous avez certaines mères, alors quand on trouve un enfant mineur, il est loin de chez lui, il repère la mère, il l'appelle, et la mère, pour l'un d'entre eux, c'était pendant les vacances, a dit aux policiers, ah mais je préfère qu'il voyage plutôt qu'il traîne autour de la cité pendant les vacances. Madame, votre fils est en train de dealer sur la ville de Perpignan. Oui, mais... et le policier de m'expliquer ensuite que il me dit c'est le genre de famille pour lequel l'enfant est réprimandé pas parce qu'il fait, mais parce qu'il s'est fait piquer. Oui, bien sûr. Voilà. Comment t'as fait ? Ben oui, voilà. Et donc, il me dit, c'est ce genre de famille. Face à ça, c'est quand même très difficile d'agir. On est. D'autant plus que. D'autant que c'est des mineurs, là. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous n'allez pas les envoyer à Vendin-le-Vieil. Ah non. Alors, c'est ça, mais on sait exactement ce qu'il faut faire. Hein. On sait ce qu'il faut faire. Il faut donner à la France. C'est un programme éminemment politique, c'est 100% politique. Il faut qu'un futur président de la République ou présidente de la République donne à son propre pays les moyens d'appliquer son propre code pénal. Tant qu'elle ne peut pas l'appliquer, les autres y rigolent. Oui. Vous savez, il y a un vieux proverbe, je crois qu'il est attribué aux Chinois, qui dit « le mot chien ne mord pas ». Oui, c'est sûr. Tant qu'on dit inadmissible, incolérable, inqualifiable, et puis qu'il ne se passe rien. Voilà. Donc, je vais vous dire simplement, parce que faut que c'est important là aussi pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui même, trafic de stupéfiants en bande organisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bande organisée, c'est une définition maintenant mondiale. Hein. C'est l'ONU qui a fait ça, la conférence de Palerme sur les mafias, le crime organisé et tout, 2000 ouais. Donc, crime organisé, c'est plus de 3 personnes. C'est durabilité dans le temps, pas un truc pour et puis on se disperse après. Partage des tâches, partage du butin. Vous avez ces 4 critères-là. Vous êtes dans le cadre du crime organisé. Trafic de stupéfiants en bande organisée, donc en bande organisée, c'est ce que je viens de vous dire, c'est, dans le code pénal d'aujourd'hui, perpétuité et 7 500 000 € d'amende. Jamais. Même les plus gros narcos, quand ils prennent 5 ans, c'est le bout du monde, on n'applique pas notre code pénal. Alors, si vous avez récolté, au début, j'ai dit bénéfice d'une tonne de cocaïne, 25 à 28 millions d'euros. Vous avez 25 ou 28 millions d'euros qui vous attendent sur une banque quelque part dans un pays un peu... vous passez 3 ans en tôle, libéré pour bonne conduite, et puis après ça, vous recommencez. C'est ça qui se passe. Donc, ils n'ont pas peur. Les honnêtes gens ont peur quand ils habitent dans ces quartiers-là, qu'ils soient immigrés ou pas, mais les bandits n'ont pas peur. Les galéjades de Darmanin et les vitupérations. Vous savez, M. Retailleau, à un moment donné, il dit c'est des salauds. Enfin, on n'est pas là pour les injurier, on est là pour les arrêter quand même. Pour lutter contre eux. Oui, voilà. C'est sûr. Alors, longtemps épargnés aussi, les campagnes sont devenues aussi des bases arrières des trafiquants, voire il y a une recrudescence, même en Normandie, dans des zones comme ça, du trafic de l'héroïne, par exemple, qui revient. Aujourd'hui, est-ce que les moyens des trafiquants, au vu de l'augmentation du nombre de consommateurs, ont augmenté quand ceux de la police n'ont pas bougé ? Comment est-ce qu'un gouvernement gère ce déséquilibre qui n'existait pas il y a 20 ans, où la cocaïne, l'héroïne, c'était, on va dire, la consommation d'un petit nombre. Il y avait le cannabis, mais si vous voulez, on n'était pas dans un marché aussi vaste. Alors,
Une des manières qu'a le gouvernement de balayer la poussière sous le tapis, c'est de changer le vocabulaire. Ce ne sont pas des consommateurs, ce sont des toxicomanes, les gens qui se droguent. Alors, consommateurs, maintenant, il n'y a plus d'assassins, c'est des auteurs. Alors, il n'y a plus de bandits, il y a des personnes, vous comprenez ? Alors, vous avez une espèce de vocabulaire anonyme. Glissement sémantique. Oui, glissement sémantique, un vocabulaire qui ne veut rien dire. Et donc, à la fin, vous avez des auteurs qui ont vendu un produit à des consommateurs et lesquels ont peut-être fait une petite sottise, voilà, et donc ça banalise tout. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est la chose suivante. Je vous ai dit, une des zones de deal tellement fructueuses, genre des dizaines de milliers d'euros par semaine à 7, que le commissariat du coin est un policier référent pour les oui, mais c'est ça le manque de moyens. Ben voilà, c'est ça, c'est pas plus mal. Donc, mais ça, on ne peut pas l'augmenter, on est obligé. Mais si, on peut, et c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté politique. Si jamais vous avez un président de la République qui arrive, qui est fraîchement élu, il convoque le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, messieurs, dans la semaine, ils le peuvent. Parce que la gendarmerie et la police, c'est comme les pompiers. Les pompiers ne passent pas leur temps à éteindre les incendies, c'est 10% de leur travail, 90% c'est de prévoir, de faire des normes, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'incendies possible, c'est-à-dire tout ce qui est préventif. Donc à l'heure actuelle, la police et la gendarmerie ont des plans. Messieurs, dans 3 mois, retour au calme. Alors, j'attends, et puis, comme disait l'empereur Napoléon, un de ses préfets, si des résultats venaient à se faire attendre, vous me ferez songer à vous trouver un successeur. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est taper sur la table et dire retour à l'ordre. Mais tant que et retour à l'ordre, c'est à 80% les cités hors contrôle. Si ce paramètre-là est repris en main, à ce moment-là, vous avez juste un tout petit développement. Il y a 3 formes de criminalité qui affectent la société le plus gravement. Premièrement, il y a la criminalité en col blanc, c'est-à-dire les gens qui vont prendre vos économies, le notaire qui va se barrer avec les économies de ses clients, les grandes escroqueries, etc. Ça, pour l'essentiel, c'est encore la population d'origine. Deuxièmement, très grave aussi, les atteintes à l'environnement. Une usine empoisonne la rivière, l'eau irrigue des plantes, les vaches mangent l'herbe et les enfants, dans la région de Naples, où la Camorra fait beaucoup de trafic de déchets toxiques, vous avez 5 fois plus de cancers infantiles pour des gamins, parce que le lait, les vaches, etc. À cause de ça, à cause de la mafia. Voilà, c'est directement à l'origine d'une explosion des cancers infantiles. Et puis troisièmement, vous avez ce qui s'appelle la criminalité et la délinquance de voie publique. La criminalité et la délinquance de voie publique, elle est pratiquement à 80 et plus % d'origine immigrée ou de gens issus de l'immigration sur des territoires dans lesquels on ne fout plus les pieds. Comme disait l'autre, d'ordinaire et le plus souvent. Alors il y a des opérations coup de poing de temps en temps, mais pas grand-chose de plus. En tout cas, à Perpignan, ce qu'on peut noter, c'est qu'il continue à aller dans toutes les cités et pratique ce que nous dit le Philippe Rouge, qui est le chef de la police, le harcèlement du dealer. Voilà. C'est-à-dire faire reculer le point de deal, le faire changer d'endroit, etc. Quel est le rôle d'un maire ? En l'occurrence du maire de Perpignan. Il n'est pas là pour sauver la planète. Non, mais c'est très concret, c'est très pratique. Pour tenir la ville. Et donc, que faut-il pour qu'il ait du succès ? Il faut et il suffit qu'il fasse jouer à son profit ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'effet de déplacement. C'est-à-dire que la situation sur place devienne tellement enquiquinante pour les dealers qu'ils aillent dans la ville d'à côté. Auquel cas, ça devient le problème du maire d'à côté, c'est plus celui du maire de Perpignan. Vous comprenez ? C'est ça le boulot de la police municipale. Et ils le font bien. Ils le font bien. Je crois qu'ils ont réussi à reconquérir au moins 2 ou 3 cités qui étaient très problématiques. Le Champ de Mars et puis quelques autres, bien sûr, qui sont devenus... là, après, il y a la question du bâtiment, c'est-à-dire de la question de l'état des bâtiments en centre-ville, le côté les rues, c'est-à-dire ces vieilles villes aussi disposent d'une géographie qui est favorable finalement à la dissimulation et tout ça est compliqué. Mais elles ont été inventées avant les narcos, elles ont été inventées même avant l'automobile. C'est sûr, absolument. Les villes en question, elles sont millénaires. Tout à fait.
Nous allons nous arrêter là, Xavier Roffer. Merci en tout cas infiniment d'être venu et de nous avoir apporté votre expertise sur cette situation en France liée au trafic de drogue, liée à la criminalité. On a fait, je pense, vraiment le tour. Merci infiniment. Quant à vous, j'espère que cette émission vous a plu et que vous reviendrez la prochaine fois, toujours plus nombreux pour assister à une nouvelle émission du Grand Entretien. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. À très bientôt.